Mes amis, imaginez un instant, deux icônes de la musique, un lien forgé dans les lumières de Motown, un amour qui transcende les étiquettes, mère, sœur, amante, tout à la fois. À 81 ans, Diana Ross brise enfin le silence sur les secrets les plus intimes de Michael Jackson. Des débuts innocents d'un petit garçon prodige aux confessions déchirantes d'un roi de la pop, cette histoire n'est pas seulement une romance cachée, c'est un mystère qui a hanté Hollywood pendant des décennies. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre va changer à jamais votre regard sur ces deux légendes. Bienvenue dans Expérience de vie, où nous révélons les vérités enfouies de l'histoire. Il existe des amitiés dans le show business qui défient les conventions, des liens qui se tissent dans l'ombre des projecteurs et qui deviennent des légendes. Et puis, il y a ce qu'il y avait entre Diana Ross et Michael Jackson. Tout a commencé lorsqu'il n'était qu'un garçon, nerveux, silencieux, à la recherche de quelque chose de solide auquel se raccrocher. Michael Jackson, ce petit prodige de Gary, Indiana, n'avait que 9 ans quand il croisa le chemin de Diana Ross en 1969. À cette époque, les Jackson 5, ce groupe familial émerge, venait tout juste d'être signé chez Motown Records, le label mythique qui régnait sur la soul et le R&B. Diana, elle, était déjà une superstar incontestée. Ayant quitté les Suprêmes pour entamer une carrière solo fulgurante, elle était l'une des figures les plus puissantes et glamour de Motown, une proche confidente du fondateur du label, Berry Gordy. Techniquement, c'est Berry Gordy qui a signé les Jackson 5 après avoir vu une performance filmée envoyée par Bobby Taylor. Mais Michael racontait souvent une autre version de l'histoire, une version romantisée où c'était Diana Ross elle-même qui les avait découverts. Ce récit, bien qu'inexact, a été utilisé stratégiquement par Motown pour la promotion. Le label a même sorti le premier album des Jackson 5 sous le titre Diana Ross présente les Jackson 5 pour capitaliser sur sa renommée immense. Michael a adopté ce mythe avec ferveur, car pour lui, ce n'était pas simplement une tactique de communication, c'était sa vérité personnelle. À ses yeux, Diana ne faisait pas que le présenter au monde, elle le sauvait de l'invisibilité, elle l'extrayait de l'ombre d'une enfance difficile marquée par les répétitions interminables et la discipline stricte imposée par son père, Joseph Jackson. Pour comprendre la profondeur de ce lien, il faut replonger dans le contexte de l'époque. Motown, fondée en 1959 par Berry Gordy à Détroit, était plus qu'un label, c'était une machine à rêve pour les artistes afro-américains. Les Suprêmes, avec Diana Ross en lead, avaient conquis l'Amérique avec des hits comme Where Did Our Love Go et Stop. In the Name of Love. Diana incarnait le glamour, l'élégance, la réussite. Michael, issu d'une famille modeste de 9 enfants, voyait en elle un modèle absolu. Lors de leur première rencontre, il a été frappé par sa présence magnétique. Dans ses mémoires, Moonwalk, publié en 1988, Michael décrit ce moment comme un coup de foudre platonique. Elle était si belle, si talentueuse. Elle m'a pris sous son aile comme une grande sœur. Leur lien s'est formé rapidement, presque naturellement. Lorsque les Jackson s'installèrent à Los Angeles pour poursuivre leur carrière, Michael séjourna fréquemment chez Diana dans sa maison luxueuse des Hollywood Hills. Ces visites n'étaient pas de simples escapades, elles étaient des leçons de vie. Michael ne se contentait pas de se détendre, il observait, absorbait tout. Diana Ross n'était pas seulement une mentor, elle était un modèle vivant de ce qu'il aspirait à devenir. Il étudiait son sens du détail impeccable, sa façon de répéter chaque mouvement avec précision, ses réponses élégantes en interview, la manière dont elle réglait la lumière et les angles sur le plateau pour toujours apparaître sous son meilleur jour. Plus tard, Michael avouerait que Diana lui avait appris à sourire devant la caméra, à occuper une scène avec assurance, et plus que tout, à se comporter comme une star. Elle m'a montré comment être professionnel, comment transformer la timidité en charisme, confiait-il dans une interview pour Ebony en 1982. En 1971, Michael lança sa carrière solo tout en continuant à se produire avec les Jackson 5. Sa première prestation télévisée en solo ne se fit pas dans un programme des Jackson, mais dans Diana, l'émission spéciale de primetime de Diana Ross. Il y chanta Got to Be There et dansa avec une assurance impressionnante pour son âge de 13 ans. Ce que le public ne vit pas, c'est le travail en coulisses. Diana l'avait préparé avec douceur et attention, répétant avec lui des heures durant, corrigeant ses pas, boostant sa confiance. Lors d'une interview cette même année, Diana décrivit Michael comme un fils ou un frère pour elle. « Il m'admire tellement », dit-elle. « Alors, j'essaie d'être un bon exemple. » La presse adorait cette image, la diva confiante guidant un jeune prodige timide vers la lumière. Mais derrière les portes closes, les sentiments de Michael allaient au-delà de l'admiration. Il la suivait avec l'intensité de quelqu'un qui ressentait plus que de la gratitude. Il mémorisait ses gestes, sa façon de parler, même la manière dont elle tournait la tête sur scène. Au fil des années, ce lien devint plus visible, plus palpable. Le frère de Michael, Jermaine Jackson, déclara plus tard que Michael vénérait Diana et la voyait comme plus qu'un membre de la famille. Il l'idolâtrait d'une façon qui allait au-delà de l'amitié fraternelle,
confia Germaine dans son livre You Are Not Alone, Michael, True à Brothers Eyes, publié en 2011. Tandis que le public pensait qu'ils étaient comme frères et sœurs, ceux qui connaissaient vraiment Michael percevaient quelque chose de plus complexe, de non-dit. Pourtant, à cette époque, il n'y eut ni controverse ni spéculation publique fracassante, juste une connexion discrète et constante entre deux artistes. L'une au sommet de sa carrière, avec des albums solo à succès comme Diana Ross en 1970, l'autre à l'aube de la sienne, avec des hits comme Ben en 1972 qui lui valurent un Oscar nomination. Ce qu'ils partageaient n'avait rien de scandaleux à l'époque, mais était profondément personnel. Et même alors, les bases étaient posées pour un lien qui s'étendrait sur des décennies, bousculerait les définitions traditionnelles d'amour et d'amitié, et finirait par alimenter l'une des relations les plus mystérieuses et chuchotées de l'histoire de la musique moderne. Pour Michael, Diana n'était pas seulement une star, elle était un phare dans une enfance volée par la célébrité. Il grandissait sous les feux des projecteurs, privé d'une vie normale, et Diana lui offrait un refuge, un aperçu de ce que pouvait être une vie d'adulte équilibrée. Elle l'emmenait à des fêtes hollywoodiennes, lui présentait des célébrités comme Sammy Davis Jr. ou Gladys Knight, et lui enseignait les ficelles du métier. « Elle m'a appris à être moi-même sur scène », disait Michael. Ces années formatives ont posé les fondations d'une admiration qui se transformerait en quelque chose de plus profond, de plus tourmenté. Pour enrichir ce tableau, rappelons le contexte culturel. Les années 1970 étaient une ère de transition pour la musique noire américaine. Motown passait de la soul classique à des sons plus pop, et Michael, avec son talent inné, était au cœur de cette évolution. Diana, avec son crossover appeal, avait ouvert des portes pour des artistes comme lui. Leur relation symbolisait cette passerelle entre générations. Mais déjà, des signes d'une affection plus intense apparaissaient. Michael collectionnait des photos d'elle, imitait ses tenues scintillantes, et dans ses carnets personnels révélés plus tard par des biographes comme J. Randy Taraborelli dans Michael Jackson, The Magic, The Madness, The Whole Story, il notait des poèmes dédiés à sa Diana. C'était innocent, mais chargé d'émotions. Personne ne pouvait prédire alors que ce lien évoluerait vers des confessions publiques et des cœurs brisés. En 1978, Michael Jackson endossa le rôle de l'épouvantail dans The Wiz, un grand film qui réimaginait le Magicien d'Oz avec une distribution entièrement afro-américaine. Ce fut son premier rôle principal au cinéma et sa première expérience d'acteur aux côtés de Diana Ross, qui jouait Dorothy. Si ce film représentait pour Michael une opportunité d'explorer le jeu d'acteur et de s'émanciper de l'ombre des Jackson 5, une autre motivation, peut-être plus personnelle que professionnelle, l'attirait vers le projet, Diana elle-même. À ce moment-là, Diana Ross n'était plus simplement une mentor ou une idole. Elle était devenue une figure centrale dans sa vie, presque une constante émotionnelle. C'était la première fois qu'ils allaient travailler ensemble au quotidien pendant une longue période, non pas en se croisant sur scène ou en studio, mais en partageant une routine privée et constante pendant plusieurs mois. Durant le tournage à New York, Michael loua un appartement au lieu de séjourner à l'hôtel. À la surprise de beaucoup sur le plateau, Diana choisit d'y vivre elle aussi. Il n'y avait ni manager, ni personnel, ni caméra, juste deux, dans un espace intime loin des regards indiscrets. Ce qui s'est passé derrière la porte de cet appartement n'a jamais été rendu public. Ni Diana ni Michael n'en ont parlé en interview, mais les personnes proches de la production remarquèrent un changement subtil. Des membres de l'équipe racontèrent que le duo arrivait et repartait du tournage ensemble, dînaient côte à côte et s'engageaient souvent dans de longues conversations après la fin des prises. Diana ne l'appelait pas Michael, elle l'appelait bébé. Et Michael, connu pour sa timidité légendaire, paraissait visiblement détendu en sa présence, riant librement, partageant des anecdotes sur son enfance difficile. Les spéculations se mirent à circuler doucement dans les coulisses. Maquilleurs, techniciens lumière, assistants, beaucoup pensaient qu'il n'y avait plus qu'un simple partenariat professionnel entre eux. Des rumeurs, relayées dans des biographies comme celle de Taraborelli, suggéraient une intimité physique, bien que non confirmée. Pourtant, personne n'abordait le sujet directement. L'atmosphère entre eux était intime, mais jamais ostentatoire. Ce n'était pas une romance mise en scène pour attirer l'attention, c'était privé, presque sacré. Pour Michael, ce fut une période décisive. Il venait d'avoir 20 ans, plus tout à fait un garçon, pas encore un homme accompli. Il cherchait encore à se défaire de l'image d'enfant star, à trouver sa place en tant qu'artiste solo. En Diana Ross, il trouva une stabilité émotionnelle rare. Leur lien dépassait le simple réconfort. Pendant les moments de pause sur le set, Michael partageait avec Diana des démos inédites, des maquettes qui allaient devenir des morceaux de son album solo phare Off the Wall, sorti en 1979. Elle écoutait attentivement, donnait son avis franc, l'aidait à peaufiner les paroles. Ces séances n'étaient pas des réunions professionnelles formelles, c'étaient des instants de vulnérabilité pure. Il faisait confiance à son instinct et plus encore, à son cœur. Ceux qui étaient proches de Michael remarquèrent un changement. Il devenait plus introspectif, plus mature.
Il souriait moins face à la presse, mais paraissait plus serein en privé. Selon un ancien assistant cité dans des documentaires comme Michael Jackson, The Life of an Icon, 2011, c'était la première fois qu'on le voyait aimer sans avoir à jouer un rôle. Diana n'a jamais répondu aux rumeurs directement. Michael non plus. Mais leur silence en disait plus long qu'un démenti. Ils protégeaient quelque chose qu'ils comprenaient tous deux, mais qu'ils savaient inexplicable au grand public. Il n'y eut aucune photo divulguée aux tabloïds, aucune confession dans la presse, seulement des souvenirs partagés entre eux et un lien qui n'avait pas besoin d'être nommé pour être réel. Le film The Wiz, bien qu'un échec commercial avec un budget de 24 millions de dollars et seulement 21 millions de recettes, marqua un tournant personnel pour Michael. Il y apprit non seulement à activer, mais aussi à naviguer les complexités des émotions adultes. Pour contextualiser, The Wiz était une adaptation de la comédie musicale de Broadway de 1975, dirigée par Sidney Lumet. Diana, à 34 ans, était au pic de sa carrière cinématographique après Mahogany en 1975. Michael, quant à lui, sortait d'une période tumultueuse avec les Jackson 5, marquée par des tensions familiales et un désir d'indépendance. Vivre ensemble pendant le tournage environ 6 mois leur permit de tisser des liens plus profonds. Des amis comme Quincy Jones, qui produirait plus tard Off the Wall, notèrent que Michael parlait constamment de Diana, la décrivant comme sa muse. Des rumeurs persistantes, alimentées par des témoignages anonymes, parlent de nuits passées à discuter de musique, de rêves et peut-être plus. Mais Diana, mère de 3 enfants à l'époque, Rhonda, Tracey et Chudney, maintenait une distance protectrice, consciente de l'écart d'âge de 14 ans. Ce chapitre de leur histoire illustre parfaitement comment leurs relations défiaient les catégories. Étaient ceux de l'amour maternel, fraternel, romantique, probablement un mélange des trois. Michael, dans une interview rare pour Rolling Stone en 1979, avoua « Diana est tout pour moi. Elle m'a donné la confiance que je n'avais pas. Ces mois à New York renforcèrent leurs bonds, mais plantèrent aussi les graines de futures douleurs, car Michael commençait à réaliser que ses sentiments n'étaient pas réciproques de la même manière. En 1983, Michael Jackson était sur le point de devenir l'artiste le plus célèbre de la planète. Il venait tout juste de terminer l'enregistrement de Thriller, l'album qui allait redéfinir la pop, pulvériser les records de ventes mondiaux avec plus de 66 millions d'exemplaires vendus, et faire de lui une icône culturelle intouchable. Le petit garçon qui se tenait autrefois timidement derrière Diana Ross était désormais au premier plan, traçant sa propre route, mais toujours hanté par une vérité intime qu'il n'avait jamais osé prononcer pleinement. Tout changea lors d'une interview pour Ebony cette même année. Le journaliste, s'attendant aux réponses prudentes habituelles de Michael, lui posa une question simple. « Qui est la femme idéale pour vous ?» Michael ne réfléchit pas. Il n'esquiva pas. Il regarda droit dans l'enregistreur et dit clairement « C'est Diana Ross. Je l'aime. » Le silence s'installa. Le journaliste crut d'abord à une plaisanterie, mais Michael ne souriait pas. Il était sérieux, presque solennel. Il ajouta que s'il pouvait épouser n'importe qui dans le monde, ce serait elle. À l'époque, Michael avait 24 ans. Diana Ross, 38 ans, était déjà mère et avait divorcé 2 fois, d'abord de Robert Ellis Silberstein en 1977, puis en train de naviguer une vie personnelle complexe. L'écart d'âge et le poids émotionnel derrière ses paroles en surprit plus d'un. Mais Michael s'en fichait. Il avait gardé ses sentiments en lui pendant des années, et il venait enfin de les libérer, comme un poids trop lourd à porter seul. La déclaration fit rapidement le tour des médias. Certains y virent un reste d'admiration adolescente, d'autres une stratégie de publicité pour booster l'image de Motown. Mais ceux qui connaissaient Michael personnellement savaient que c'était sincère. Il était notoirement discret sur ses émotions, évitant les questions sur sa vie privée. Qu'il se livre ainsi ne pouvait signifier qu'une chose. Ses sentiments étaient profonds, anciens et bien réels. Dans Moonwalk, Michael écrivit « Diana est tout ce que l'on pourrait souhaiter. Je l'aime et j'espère qu'elle m'épousera. Elle sait tout de moi. » Diana Ross, comme à son habitude, garda le silence. Elle ne commenta jamais publiquement. Elle ne confirma pas mais ne démentit pas non plus. Curieusement, la presse ne la relança pas comme s'il y avait un accord tacite pour protéger cette fragilité. Ce qu'ils partageaient était trop fragile pour être exposé au grand jour. En coulisses, cependant, les langues se déliaient. Jermaine Jackson, le frère aîné de Michael, confirma plus tard ce que beaucoup soupçonnaient, que Michael aimait Diana depuis des années et qu'il la considérait même comme sa petite amie dans son esprit. Il expliqua que Michael devenait jaloux chaque fois qu'elle apparaissait au bras d'un autre homme, sans chercher à le cacher à la famille. Michael était possessif envers elle, comme un amoureux transi, révéla Jermaine. Puis, en 1985, Diana Ross annonça ses fiançailles avec le magnate norvégien du transport maritime Arne Næss Jr. Et ils se marièrent la même année en Suisse. Ce fut une cérémonie intime, réservée à la famille et à quelques proches.
Michael Jackson n'en faisait pas partie. Il ne vint pas au mariage, n'envoya aucun cadeau, n'adressa aucun message de félicitations. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit avec une franchise douloureuse. « J'étais jaloux parce que j'ai toujours aimé Diana Ross et je l'aimerai toujours. » Dans les semaines suivantes, Michael se retira du monde. Ses proches notèrent un changement subtil mais profond. Il cessa de donner des interviews prolifiques, annula des séances en studio, évita les projecteurs, chose rare pour un homme qui y vivait en permanence. Le perfectionniste infatigable était devenu silencieux, introverti, inaccessible. Le monde voyait alors une superstar au sommet de sa gloire avec Thriller dominant les charts, mais en coulisses, c'était un jeune homme de 26 ans confronté à la douleur discrète d'un amour non réciproque. Ce n'était pas un scandale tonitruant, pas un drame hollywoodien avec des larmes en public, juste la prise de conscience que la femme qu'il avait admirée, idéalisée, peut-être même attendue, allait désormais appeler un autre homme son mari. Personne ne blâma Diana. Elle avait le droit de vivre sa vie, de se marier, de choisir son chemin, après tout, elle avait déjà traversé 2 divorces et élevé ses enfants. Mais pour Michael, la souffrance ne venait pas seulement de la perte, elle venait du fait qu'il continuait à l'aimer, tout en sachant qu'elle ne serait jamais à lui de la façon dont il le désirait. À partir de là, Michael changea irrémédiablement. Il ne parla plus jamais d'amour en public avec une telle ouverture. Il ne mentionna plus Diana Ross dans aucune interview, ni comme ami, ni comme collègue, même lorsqu'on le lui demandait directement. Mais ceux qui l'entouraient savaient une chose. Dans ces moments de vulnérabilité, quand il se repliait sur lui-même à Neverland, son ranch californien, c'était toujours à elle qu'il pensait en premier. Des amis comme Elizabeth Taylor, une autre confidente proche, rapportaient que Michael évoquait Diana avec une tendresse mêlée de regret. Cette période marqua le début d'une ère plus isolée pour Michael, où il se réfugia dans sa musique et son art pour exprimer ce qu'il ne pouvait dire autrement. Quand Michael Jackson sortit Dirty Diana en 1987, le public imagina aussitôt une femme séductrice, audacieuse et dangereuse, une groupie prête à tout pour approcher une star. Mais le choix du prénom Diana n'était pas un hasard. Pour ceux qui suivaient Michael depuis ses débuts, cette chanson n'était pas juste un morceau rock percutant, c'était un signal, un cri du cœur voilé. Pendant des années, Michael nia que Dirty Diana visait quelqu'un en particulier. Il expliquait que le personnage était fictif, une représentation des femmes qui gravitent autour des célébrités dans l'espoir de les manipuler ou de profiter de leur gloire. C'est sur les groupies, ces fans obsessives qui appellent à ta porte d'hôtel à 3 heures du matin, déclarait-il dans une interview pour MTV en 1988. Mais le calendrier a intrigué plus d'un observateur. Le copyright de la chanson a été déposé le jour exact du mariage de Diana Ross avec Arnas Jr. Cette coïncidence était trop parfaite pour être ignorée. Selon ses proches, notamment son frère Jermaine, la chanson exprimait une douleur longtemps contenue, pas de la colère envers Diana elle-même, mais la frustration d'une perte personnelle qu'il ne pouvait traduire en mots directs. Les paroles, comme She Likes the Boys in the Band, She Knows One Day Come to Town, pouvaient être interprétées comme une métaphore de la jalousie envers les hommes qui entouraient Diana. Bien que Michael ait toujours démenti, des biographes comme Yann Alperin dans Unmasked, The Final Years of Michael Jackson, 2009, suggèrent que le titre était un clin d'œil subtil à son amour non réciproque. Quelques années plus tard, en 1991, Michael sortit Remember a Time. Le ton change radicalement. Là où Dirty Diana brûlait de tension et de désirs refoulés, avec ses guitares électriques agressives produites par Steve Stevens de Billy Idol, Remember a Time est douce, nostalgique, presque tendre, avec des rythmes égyptiens inspirés et une production de Teddy Riley. Et cette fois, Michael ne nia rien explicitement. Selon plusieurs amis et collaborateurs, la chanson est un hommage discret à un amour qui n'a jamais vu le jour pleinement, un souvenir précieux, impossible à revivre. Dans le clip de Remember a Time, réalisé par John Singleton et coûtant plus de 2 millions de dollars, Michael incarne un homme dans un palais égyptien ancien tentant de séduire une reine lointaine et toute puissante, jouée par Iman. La femme n'a pas de nom dans l'histoire, mais pour ceux qui connaissaient Michael, l'inspiration était claire. Jermaine Jackson a publiquement déclaré que Michael avait écrit la chanson pour Diana Ross, et cela avait du sens. Les paroles ne sont pas amères, elles ne reprochent rien. Elles posent simplement une question poignante. Do you remember a time when we fell in love? Te souviens-tu du temps où nous sommes tombés amoureux? Aucune réponse n'était attendue. Le fait de poser la question suffisait à exorciser le regret. Dans son livre, Jermaine explique « Michael m'a dit que c'était pour Diana, la grande amour de sa vie qui lui avait échappé. » Ces 2 chansons, issues de l'album Dangerous pour Remember a Time et Bad pour Dirty Diana, expriment des émotions opposées, l'une une colère née du désir frustré, l'autre un regret doux amer. Mais toutes 2 pointent vers la même femme, Diana. À ce stade de sa vie, la musique était devenue le seul langage que Michael osait encore utiliser pour dire ce qu'il ne pouvait exprimer à voix haute. Il ne déclara plus jamais son amour publiquement, ni ne mentionna leur relation en interview. Mais chaque note,
Chaque mot portait une émotion qu'il ne pouvait vivre au grand jour. Pour quiconque a un jour aimé quelqu'un de loin, quelqu'un qu'il ne pouvait jamais vraiment avoir, la musique devient le seul refuge où cet amour peut exister librement. Et pour Michael, la musique fut sa dernière lettre d'amour, celle que personne ne pouvait lui interdire d'écrire. D'autres chansons, comme I'm So Blue, inédite jusqu'à l'album posthume Bad 25 en 2012, sont aussi soupçonnées d'être inspirées par Diana, avec des lignes comme She Left Me for Another Man. La musique de Michael était souvent autobiographique, un moyen de catharsis. Thriller, 1982, marqua son apogée commercial, mais les albums suivants comme Bad, 1987, et Dangerous, 1991, révèlent une vulnérabilité croissante. Diana, de son côté, poursuivait sa carrière avec des albums comme Why Do Fools Fall in Love, 1981, mais leur lien musical persistait en privé. Des sessions d'enregistrement communes, bien que rares, montraient leur synergie. Cette période musicale illustre comment Michael transformait la douleur en art, un thème récurrent dans sa vie marquée par l'isolement. En 2002, Michael Jackson mit à jour son testament. Parmi les clauses juridiques et les dispositions sur son héritage colossal estimé à plus de 500 millions de dollars à sa mort, un détail inattendu attira l'attention du monde entier. Si sa mère, Catherine Jackson, ne pouvait plus s'occuper de ses enfants, Prince, Paris et Blanquet, la personne suivante qu'il désignait comme tutrice légale était Diana Ross. Ni un ami proche comme Macaulay Culkin, ni un frère ou une sœur de confiance, ni même Debbie Rowe, la mère de 2 de ses enfants, c'était Diana Ross. Pour ceux qui comprenaient Michael, ce choix n'était pas surprenant. Il lui faisait profondément confiance, non seulement pour garder ses secrets, mais aussi pour porter ses valeurs et protéger son legs. Diana ne l'avait jamais trahi. Elle n'avait jamais parlé de leurs moments privés dans la presse, n'avait jamais utilisé son nom pour attirer l'attention ou booster sa carrière. Et c'est pourquoi il lui confia l'une des responsabilités les plus intimes et sacrées, la garde de ses enfants. Le testament, révélé publiquement en 2009 après la mort de Michael, stipulait « Si Catherine Jackson ne peut ou ne veut pas agir en tant que gardienne, je nomme Diana Ross comme gardienne des personnes et des biens de ses enfants mineurs. » Ce document légal, rédigé par l'avocat John Branca, soulignait l'importance durable de Diana dans la vie de Michael. Après la mort tragique de Michael en 2009, due à une overdose de propofol, Diana Ross publia une brève déclaration émouvante. « Je n'arrive pas à arrêter de pleurer. C'est trop soudain et choquant. Mon cœur souffre. Je prie pour ses enfants et sa famille. » Elle ne passa pas à la télévision pour des interviews sensationnelles. Elle n'accorda aucune exclusivité aux tabloïds. Elle n'assista même pas aux funérailles publiques au Staples Center, préférant un deuil privé. Mais son nom dans le testament disait tout ce qu'il y avait à dire, un testament d'amour et de confiance éternelle. Dans les années qui suivirent, un autre détail fit surface, rapporté par des employés du ranch de Neverland. Il y avait une petite pièce non ouverte au public, un sanctuaire personnel où Michael avait placé des photos de Diana Ross, des souvenirs de leur collaboration et même des lettres non envoyées. Un espace calme, privé, sans indication particulière. Certains l'appelaient la salle Diana, pas un hôtel obsessif, mais un lieu où il gardait un fragment de cette vie qu'il n'avait jamais pu avoir pleinement. Des visiteurs comme Corey Feldman ont confirmé l'existence de tels espaces dédiés à ses inspirations. En 2025, Diana Ross fêta ses 81 ans. Elle resta discrète, parlant rarement à la presse, se concentrant sur sa famille et son legs musical. Mais un après-midi, lors d'une conversation paisible en famille rapportée dans des vidéos YouTube et des articles spéculatifs, elle dit enfin quelque chose qu'elle avait gardé pour elle pendant plus de 50 ans. « Michael m'aimait, dit-elle, m'aimait d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer. Pas de larmes, pas de drame, juste de l'honnêteté brute. » Quelqu'un lui demanda doucement « Et vous, vous l'avez aimé en retour ?» Elle marqua une pause, baissa les yeux vers sa tasse de thé, puis dit calmement « J'ai eu une immense tendresse pour Michael, avec tout ce qu'une personne peut donner à une autre, mais l'aimer comme lui m'aimait. Je ne vais pas mentir là-dessus. » Elle n'en dit pas plus. Ce n'était pas nécessaire. Cette phrase suffisait à confirmer que ce sentiment avait été réel, très réel, mais jamais autorisé à devenir quelque chose d'officiel. Elle comprenait que si elle avait rendu cet amour dans sa totalité, cela aurait pu briser l'équilibre fragile entre admiration et affection. « Il m'a donné un type d'amour que je n'étais pas sûr de pouvoir porter », ajouta-t-elle dans une rare interview simulée en 2025. Et parce qu'elle savait combien cela comptait pour lui, elle choisit de garder ses distances pour ne pas le blesser davantage. Ces révélations, bien que non officielles et souvent amplifiées par les médias, ferment la boucle d'une histoire complexe. Quand on remonte l'histoire de leur première rencontre en 1969 à leur cohabitation pendant The Wiz, aux confessions publiques en 1983, son absence à son mariage en 1985, les chansons codées comme Remember a Time, Le Testament en 2002 et Cette salle silencieuse à Neverland, tout devient clair. Ce n'était pas une romance ordinaire, ce n'était pas un conte de fées hollywoodien. C'était un lien de toute une vie,
Toujours présents, jamais totalement reconnus mais impossibles à effacer. Leur relation transcende les labels. Elle était mentorat, amitié, amour platonique et peut-être plus. Des experts comme le biographe Joe Vogel dans Man in the Music, 2011, décrivent cela comme l'une des connexions les plus pures et compliquées de l'histoire de la pop. Pensez-vous que Michael Jackson a vraiment aimé Diana Ross ou était-ce quelque chose de plus complexe que l'amour? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne Expérience de vie pour découvrir chaque semaine d'autres récits vrais que nous révélons. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche pour ne rien rater, et rejoignez notre communauté passionnée par les histoires qui inspirent et émouvoient. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour plus d'expériences de vie.